Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'intérêt de faire une carte pour ton jardin en permaculture et de l'intérêt aussi de pourquoi ça va augmenter les récoltes, pourquoi aussi ça va t'aider à avoir un jardin qui te correspond mieux. Donc, on va prendre pas mal de recul. Aujourd'hui, je sais que tu as envie de mettre les mains à la terre quand on a envie de jardiner, on n'a pas envie de se prendre la tête avec des cartes, des plans. On a plutôt envie de, voilà, de mettre les mains à la terre, de planter des arbres, de se retrouver dans la nature, dans son jardin. Mais tu vas voir que prendre ce temps de recul pour voir son jardin de manière globale, de voir comment il fonctionne, de voir son jardin sous forme de système, ça va t'aider à améliorer les récoltes, à améliorer les rendements de ton jardin et aussi à créer un jardin qui te correspond mieux, un jardin qui est... En fait, c'est comme un réseau mycorhizien dans le sol. Tu sais, dans le sol, il y a les champignons qui sont en symbiose avec les racines, qui sont aussi en symbiose avec d'autres micro-organismes, etc. Et en fait, si tu veux que ton jardin il y ait un réseau comme ça, où les nutriments, où tout circule bien, toutes les énergies circulent bien dans ton jardin, eh ben, il faut prendre un peu de recul et aussi, voilà, aussi prendre un peu de recul et voir comment on l'aménage pour que le fluide, l'énergie circule correctement dans ton jardin. Pas besoin d'y passer des mois, des années. En général, pour faire une carte, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques mois. Et après, on peut aller jardiner. Et là, bah voilà, le fait d'avoir pensé en amont son jardin, eh ben, on va avoir un meilleur jardin. Bref, pourquoi j'ai eu cette idée? Parce on m'a pas mal, j'ai eu deux personnes là, qui sont venues me casser la tête sur les réseaux sociaux. Ouais, le design ça sert à rien, la permaculture c'est à l'instinct et tout machin. Je suis d'accord. C'est intéressant de faire fonctionner son instinct, d'être dans la pratique. Mais pour moi, la pratique, ça va aussi avec un peu de théorie et inversement, la théorie sans pratique, ça sert à rien. Donc, il faut aussi mélanger toutes ces choses euh, et les mettre en pratique. Donc, bref, on va voir pas mal de choses, donc je t'invite à te poser, on va prendre du recul sur le jardin et tout ça, tout ça. Donc, déjà, première question, à quoi ça sert de faire des cartes? À quoi ça sert de faire une carte pour faire son design, pour faire son jardin? À quoi ça sert d'avoir un plan? Alors, je vais te poser une devinette, te poser une question, faire une devinette. À quoi ça sert, de base, une carte? Voilà. Imaginons, tu pars en randonnée, t'as une carte. Pourquoi t'as une carte? En fait, une carte, ça sert tout simplement à montrer des directions. Voilà, tu peux avoir une carte, comme je disais, pour une randonnée, tu peux avoir une carte météo, où on peut aussi avoir des, euh, des positions, des directions. Il y a aussi des cartes pour apprendre la géopolitique, l'histoire-géographie. T'as des cartes voilà, pour les randos, t'as l'Atlas des routes de France, t'as Google Maps, t'as plein de trucs comme ça pour montrer des directions. Donc déjà, ça c'est le principe de base d'une carte. Et donc, une carte en permaculture, un design en permaculture, donc ça va être un plan, une vue de dessus de ton jardin. Et qu'est-ce qu'on va montrer comme direction dans une carte, un design en permaculture? Eh ben, on va montrer la direction des énergies, comme j'en parlais juste avant. Ce qu'on étudie vraiment principalement, c'est la circulation des énergies. Euh, on va voir quelles énergies circulent à l'intérieur du design, à l'intérieur de ton site, à l'intérieur de ton jardin. On va voir quelles énergies circulent à l'extérieur et comment elles traversent aussi ton site. Et tout ça pour toujours pour optimiser ton jardin. C'est David Holmgren, l'un des cofondateurs de la permaculture, qui dit: l'humanité, elle a toujours survécu grâce au fait que les humains mettent moins d'énergie à produire de la nourriture que ce qu'ils en retirent. Donc voilà, le but c'est vraiment de passer comme j'en parlais dans un épisode, je crois qu'on dépense aujourd'hui 7 calories pour produire 1 calorie en agriculture. Et en fait, la permaculture, elle vient répondre à ça en essayant de diminuer et inverser le truc et de dire, bah voilà, en produisant 1 calorie, on produire 7, quoi. Le but c'est vraiment de produire plus avec en utilisant le moins possible de ressources. Donc, je voulais rapidement voilà
en parler, tout ça, et je voulais aussi rapidement parler de la carte des secteurs, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en design, pour ceux qui s'intéressent à tout ça. Je vais en parler rapidement, mais peut-être que je ferai plutôt un épisode consacré à ça, qui sera peut-être un peu plus technique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire sur YouTube en commentaire. Comme ça, moi, je lis les commentaires, et si je vois que ça intéresse, je ferai un épisode sur la carte des secteurs. Voilà, comment je vois tout ça, voilà, je donnerai comme d'habitude, ma vision des choses. J'essaierai de vous faire transmettre mon savoir au travers d'un nouvel épisode consacré à la carte des secteurs. Bref, donc rapidement, la carte des secteurs, c'est justement une carte qui va nous permettre de cartographier. C'est une carte vraiment essentielle qui va nous permettre de cartographier donc les énergies qui vont, comme je disais, soit être circuler dans le design, à l'extérieur, traverser le design, comment elles entrent, comment elles ressortent. Et voilà, les principales énergies qu'on étudie dans une carte des secteurs, c'est le soleil. C'est l'une des principales énergies. Hein. Le soleil, c'est ce qui va faire pousser les plantes, et etc., etc. Donc, on va vraiment étudier comment est-ce que le soleil agit, est-ce qu'il agit en été, au solstice d'été, et comment il agit aussi à différentes saisons jusqu'au solstice d'hiver. Et du coup, ça va nous permettre de mieux comprendre quelles sont les différentes zones, quelles sont les différentes expositions qu'on va avoir dans notre jardin à différents moments de l'année. Même si l'exposition qui nous intéresse elle se trouve bien sûr au printemps et l'été. Mais voilà, on va essayer d'étudier à peu près tout pour avoir une vision d'ensemble des différentes expositions. On va aussi étudier donc le vent, comment est-ce que le vent traverse le site, quel impact il a sur le site. Voilà, c'est pas toujours facile d'avoir des informations sur le vent. D'ailleurs, si tu connais des sites ou si t'as des ressources pour mieux étudier le vent, je suis preneur. Pareil, on se retrouve sur YouTube pour ça. Mais voilà, c'est pas toujours facile, surtout selon les pays. En France, c'est pas quelque chose qui est facile de connaître le vent, les directions, tout ça. Même s'il y a un super site qui est infoclimat.fr, je crois, oui c'est ça, où il y a vraiment tout. Il manque quand même quelques informations et des fois c'est pas facile de les trouver. Bref, aparté mis de côté. Donc pollution aussi, on va étudier les pollutions visuelles ou les vis-à-vis qu'on n'a pas envie d'avoir. Par exemple, si tu as un voisin qui a une fenêtre qui donne sur là où tu bronzes, t'es pas forcément à l'aise. Donc on va essayer d'étudier tous les endroits où dans ton jardin tu vas avoir besoin d'intimité, et du coup l'intimité elle est pas tu vas avoir différents degrés d'intimité, et ça aussi il faut le noter dans ta carte des secteurs. Tu vas aussi mettre il y a peut-être des vues que tu as envie de mettre en valeur, il y a peut-être des vues que tu as justement envie de cacher, mis à part le voisin, tu as peut-être une vue au loin avec une usine ou je sais pas quoi, et t'as pas envie de la voir, un château d'eau ou quoi, et t'as pas forcément envie de la voir, tac, ça aussi c'est un endroit dans ta carte qui indique une direction que t'as pas envie de forcément relier à toi. Bref, tu peux aussi, donc dans la carte des secteurs, on va aussi voir les ruissellements, les inondations, enfin les risques d'inondation, les risques d'incendie, etc., etc. Donc la carte des secteurs, comme je disais, on y reviendra peut-être plus tard dans un autre podcast, dans un autre épisode. Mais là, on va essayer vraiment de comprendre comment passer de la théorie à la pratique. On va essayer de comprendre comment l'énergie, comment on étudie cette énergie. Donc déjà, on a vu pas mal d'énergies comme ce que je viens de dire, le soleil, le vent, les différentes vues, les risques d'inondation, les risques d'incendie. Et là, on va voir qu'il y a encore d'autres énergies à étudier qui sont pas forcément reliées à la carte des secteurs, mais qu'on va aussi prendre en compte dans un design. Et ce qu'on va étudier, et ce que je t'invite aussi toi à étudier si tu as envie de faire une carte ou des cartes, j'expliquerai un petit peu comment agencer tout ça, comment on fait pour étudier ces énergies.
Donc, t'as aussi, comme autre énergie, le déplacement, ton déplacement humain, tout simplement. Toi, bah voilà, où est-ce que t'habites, où est-ce que est ta porte d'entrée, où est-ce que je sais pas, où est-ce que tu gares ta voiture, où est-ce que est ton portail, où est-ce que est l'arbre sous lequel t'aimes bien venir te lire un bouquin, etc., etc. Tous ces déplacements humains, c'est des énergies. C'est une énergie qui se déplace dans le design. En général, il y a, tu fais souvent les mêmes déplacements. Donc voilà, dans le temps. Le temps aussi, c'est une énergie qu'on va essayer de mesurer dans certains aspects du design. Et donc voilà, il y a des patterns, des motifs qui se répètent comme ça dans les déplacements humains et on va les étudier. On va aussi, il y a, quoi comme autre énergie, il y a la fertilité. Bah voilà, la fertilité, elle a un cycle. On va passer d'une matière vivante à une matière en décomposition, une matière en transformation, et voilà, des nutriments qui passent de l'état euh, minéral à un état lessivable, enfin du nutriment au minéral, etc., etc. Donc vraiment, il y a un cycle de fertilité aussi qu'on peut étudier. On peut partir, je crois que c'est dans le livre Design en permaculture de Ariana, si je me trompe pas, qui parle justement du cycle du sachet de thé, où voilà, on va avoir un sachet de thé qu'on va mettre au compost, qu'on va mettre au jardin, puis on va refaire pousser du thé, et après on va refaire du thé, on va re-avoir un sachet de thé, etc., etc. Il y a des cycles comme ça qu'on va essayer de pointer, de repérer et de schématiser et mettre aussi en mouvement soit dans des schémas, soit dans des cartes. Bref, d'autres énergies, il y a tout simplement l'énergie des végétaux dans le temps. Donc les végétaux, bah voilà, j'ai fait un podcast sur la forêt par exemple, qui s'appelle, il me semble, Comment réveiller la forêt dans ton jardin, qui a pas mal plu, donc je t'invite à l'écouter. Voilà, donc on se rend compte que les végétaux, bah il y a des successions écologiques comme ça, comme par exemple la forêt qui va partir avec des plantes pionnières, et ensuite on va avoir ces plantes qui vont préparer le sol pour justement les arbres. Et après, on va avoir des arbres qui vont plutôt faire partie de la canopée. Il va y avoir différentes successions écologiques comme ça. Et, euh, et on va pouvoir aussi étudier ces différentes successions écologiques et pourquoi pas créer des guildes, pourquoi pas créer des successions ou utiliser la nature pour préparer le sol, par exemple. Il y a plein de choses qu'on peut faire grâce aux végétaux et aux successions écologiques. Et voilà, tout ça, on peut le couper aussi avec la fertilité, avec le déplacement humain. Et c'est là l'enjeu, en fait, justement, parce que si tu combines justement un cycle de fertilité, par exemple le thé, avec toi et ton déplacement, après pareil, on va essayer d'intégrer le compost. Bah voilà, si tu mets le compost au bon endroit, le potager au bon endroit, si tu mets un seau dans ta cuisine avec dans lequel tu vas récupérer ton compost frais, tes déchets de cuisine frais, et tu vas pouvoir les amener tac à ton compost en allant à ta voiture par exemple, tac, et après ton compost il est pas très loin du potager, tout ça. Voilà, tout ça on va essayer vraiment de l'intégrer pour que ça soit le plus naturel possible, et c'est comme ça qu'on va avoir justement des jardins qui sont plus efficaces, qui sont plus plus efficaces, plus stables, plus ordonnés, on va dire, où l'énergie circule bien, où les connexions sont bien, et comme ça on va augmenter ses récoltes. Parti un petit peu loin, mais voilà. Les végétaux, donc on disait le déplacement humain, la fertilité, les végétaux. Ensuite, on peut utiliser l'énergie donc du temps, j'en ai parlé un petit peu. Donc le temps aussi c'est une énergie, hein. Le temps, il y a les saisons qui traversent le temps, il y a plein de choses, donc ça aussi on va le prendre en compte dans nos choix. On va aussi, d'autres énergies qu'on va étudier, ça va être la biodiversité, donc ça va être justement les interactions entre la faune, la flore, entre la faune et la faune, entre la flore et la flore, etc., etc. Le sol, les plantes, toute la biodiversité aussi, c'est une énergie qu'on va prendre en compte. Et
une dernière énergie que j'ai voulu ajouter, c'est l'émerveillement. Tout simplement, l'émerveillement, pour moi, c'est une énergie qui est très importante. L'émerveillement, c'est quoi? Ça va être, je sais pas, quand t'es devant un grand monument, une grande cathédrale ou une des 7e merveilles du monde, par exemple, eh ben, tu vas avoir ce petit moment comme ça où l'instant va s'arrêter, enfin, où il va y avoir voilà un instant de flottement, où il va y avoir voilà un émerveillement. Donc ça aussi c'est important pour moi de l'intégrer dans le jardin le plus possible. Ça se fait notamment grâce aux arbres ou aussi aux structures qui sont plutôt hautes, grâce à la hauteur. On va pouvoir aussi justement créer un environnement propice à l'émerveillement. J'en ai parlé un peu plus dans un épisode de podcast qui s'appelle, décidément je fais pas mal de pubs pour des épisodes, ça commence à faire pas mal d'épisodes que j'ai publiés. Donc là c'est l'épisode qui doit s'appeler Intègre le chant des sirènes à ton jardin d'Éden. Tu verras, c'est un des 10 premiers épisodes je crois. Et où justement je parle de un peu d'émerveillement, de curiosité, de comment guider un petit peu l'humain dans un jardin et créer un petit peu de mystère. Voilà donc. Ensuite, une fois qu'on a compris toutes ces énergies, une fois qu'on sait qu'on doit les prendre en compte, une fois qu'on sait que c'est important de les prendre en compte, de les connecter, de jouer avec, on va vouloir positionner, on va vouloir même choisir, positionner et associer les végétaux. Donc, pour toutes ces énergies, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles vont t'aider justement à choisir, positionner et associer tes végétaux. Pas seulement à faire ça, hein. On parle pas seulement des végétaux, mais pour la plupart des jardins, la plupart du temps, c'est vraiment le pilier central, les végétaux. Et voilà, prendre en compte ces énergies, c'est vraiment ça qui va t'aider à être efficace en termes... Parce que les végétaux, une fois qu'ils sont plantés, ils vont pas bouger, donc il faut vraiment pas se louper sur l'endroit où on va les planter. Bien sûr, il y a d'autres choses, hein. Il y a où est-ce qu'on va positionner les gros éléments comme des structures, comme des serres, comme plein d'autres choses, mais vraiment les végétaux et les groupements de végétaux, les massifs, les choses comme ça, c'est vraiment important de étudier les énergies et pas d'y aller à l'instinct, parce que souvent, ouais, j'y vais à l'instinct, ici il y a du soleil, ici j'ai vu que c'était humide la semaine dernière, ici... et en fait, si on n'étudie pas le sol, par exemple, tu peux avoir l'impression qu'à un endroit de ton jardin c'est humide, mais c'est parce que en dessous il y a peut-être un puisard ou un puits, mais qui finalement va l'année prochaine il sera vide et en fait l'humidité elle sera ailleurs. En fait, si tu étudies pas vraiment comment l'eau circule dans ton terrain, comment elle circule, bah voilà, tu peux pas le faire en fait à l'instinct, tu peux pas te balader dans ton jardin. Alors oui, ça sert énormément à l'observation, oui, mais il faut aussi arriver à prendre du recul et prendre des informations de l'extérieur de ton jardin et pas tout le temps dans ce qu'on peut voir ou entendre. Bref, je me perds un petit peu, mais en gros, les énergies qui vont t'aider, après on passe à autre chose avec ces énergies, mais les énergies qui vont t'aider à choisir, positionner et associer les végétaux, ça va être l'eau, l'humidité, ça va être le vent, ça va être la lumière et l'ombre, ça va être le chaud et le froid, tout simplement. Un potager, par exemple, ou même que ce soit un potager, un arbre fruitier, un pommier, un abricotier ou quoi, ils ont toujours besoin soit d'eau, soit de plus ou moins d'eau et d'humidité, ils sont soit plus résistants, plus ou moins résistants au vent, ils ont plus ou moins besoin de lumière ou d'ombre, ils ont plus ou moins besoin de chaleur ou de frais, et vraiment connaître comment toutes ces énergies comment toutes ces énergies circulent, où se trouvent ces énergies dans ton terrain, et ben ça c'est hyper important pour t'aider à choisir déjà où planter des végétaux. Et en plus, ça va t'aider à intégrer tous les éléments, comme je disais, potager, serre, compost, etc., etc. Donc, une fois qu'on a compris tout ça, les énergies, les végétaux, les associations,
les positionnements, etc. Donc, on agence et on va aussi, donc, en plus des végétaux, agencer le reste des éléments, toujours en fonction des énergies. Donc, une fois qu'on a compris, qu'on a matérialisé sur un plan comment se comportent les énergies, dans quelle direction elles vont, où elles se trouvent, etc., et ben on va, comme je disais, agencer ces éléments et on va donc aussi, ce qui est intéressant, c'est que grâce à toutes ces informations qu'on va récolter, on va pouvoir commencer à essayer de manipuler un petit peu cette énergie, en fait, ce qu'il faut comprendre, déjà il y a un principe, c'est le principe numéro 5 en permaculture qui dit que on va utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables. Donc on va utiliser et valoriser, ça veut dire voilà, on peut aussi manipuler. Ouais, je préfère le mot utiliser et valoriser, mais pour moi voilà, en gros, il y a deux manières d'agir sur l'énergie. On a deux manières de pouvoir manipuler, entre guillemets, l'énergie. L'énergie, soit on la dirige, on la redirige, même j'ai envie de dire. Donc soit on va la faire ralentir, soit on va la faire accélérer. Et on va aussi donc la rediriger. Ça, c'est la première manière. Et la deuxième manière, c'est soit on va la stocker ou la conserver. Ça, c'est Bill Mollison qui m'a aussi dans dans son cours de design en permaculture là qui est disponible je crois sur Udemy. C'est un cours qui dure une soixantaine d'heures, j'ai pas tout regardé, mais il y a un truc qui m'a vraiment duquel je me rappelle, c'est vraiment il insiste sur le fait que un design c'est voir son site, son jardin en termes de système, et le but c'est de stocker l'énergie dans ce système. C'est limite quand il a dit ça, il a dit voilà, les deux seules choses qu'il faut se rappeler, c'est ça quoi, c'est voir le truc en système, et le but c'est vraiment de stocker l'énergie et au moins de la ralentir pour voilà, la stocker finalement. Et pour ça, je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes un petit peu mieux. Donc on va être un petit peu plus dans le concret. Et voilà, moi il y a une révélation que j'ai eue, quand j'ai pas mal fait donc de jardinage urbain, de jardinage en pot de fleurs, jardinage en balconnière, jardinage hors sol en fait. Et la clé vraiment pour démarrer vite, et d'ailleurs dans tous les designs, dans tous les designs que j'ai conseillés à des personnes qui veulent aménager justement des potagers en hors sol, j'ai toujours dit la clé dans ce genre d'aménagement, c'est vraiment la conception mobile. C'est aussi intéressant si par exemple toi sur ton terrain t'es pas propriétaire mais t'es locataire, c'est intéressant d'envisager sur certains éléments, bien sûr les végétaux, tout ça, à part les mettre en pot de fleurs, tu peux pas vraiment les rendre mobiles, mais tu peux avoir des choses que tu vas construire sur le terrain, et tu vas les construire ou les créer ou les sélectionner de manière à ce qu'ils soient aussi facilement démontables et transportables en fait finalement. Et quand quand on aménage des jardins urbains, en fait, on se rend compte qu'on est toujours dans cette dynamique où la conception mobile, c'est vraiment la clé pour démarrer rapidement. C'est aussi un avantage parce qu'en ville, quand on a des conceptions qui sont mobiles, eh ben on peut facilement rectifier le tir en fait. Si par exemple tu mets sur ton balcon une serre avec des roulettes, ou même des jardinières sur des roulettes, bah voilà, si tu te rends compte que l'exposition est pas bonne, tu peux bouger tout ça et vraiment avoir un design qui est facilement modulable. Du coup, tu vas moins mettre d'importance sur le design, et surtout, tu vas pouvoir démarrer vraiment plus vite. Et je trouve que c'est ça le grand avantage des jardins urbains. Un autre exemple qui n'a rien à voir, en ce moment, il y a pas mal tous les tilleuls sont en fleurs, là, les abeilles, elles sont au taquet dans les tilleuls, ça bourdonne, c'est la fête. Et quand tu crées, par exemple, si toi dans ton jardin t'as un tilleul, bah, le but, ça va être à cette époque-là, à cette période-là, en ce moment, peut-être, ça va être d'éviter, tout dépend, voilà. Il y en a qui aiment bien, moi j'aime bien me retrouver sous un tilleul, même s'il y a plein d'abeilles et tout, mais il y a certaines personnes, ou même
voilà, le but, ça va être au printemps, essayer de rediriger l'énergie. Donc ça veut dire si toi tu veux manger dehors au printemps, à la fin du printemps, bah tu vas faire en sorte d'avoir un endroit, une terrasse différente. Si tu as eu l'habitude par exemple de mettre ta table sous ton tilleul, eh ben tu vas plutôt manger sous le tilleul plutôt l'été et au printemps, mais quand il y aura les abeilles, tu vas peut-être éviter d'aller manger sous le tilleul pendant qu'il y a des abeilles, parce qu'on sait que c'est pas bon d'avoir des abeilles, il faut pas qu'elles rentrent dans la bouche, surtout si tu as des enfants. Bref, voilà. Je trouve que c'est intéressant aussi de cet exemple. Ça permet aussi de comprendre comment on redirige l'énergie. Enfin, c'est vraiment une application concrète de redirection d'énergie dans le temps par rapport à la biodiversité, par rapport à un végétal. Et donc voilà. Un autre, un autre exemple, ça va être aussi, qui est un exemple assez connu, ça va être le cyprès commun. C'est une bonne barrière contre le feu. Alors c'est pas une barrière anti-feu complète qui va vraiment bloquer le feu, mais voilà, il y a eu après un incendie en Espagne à Valencia, il y a eu une étude qui a démontré que grâce aux cyprès qui étaient présents autour de la propriété, en fait le feu a été un petit peu dévié et a pas justement à protéger la propriété en déviant le feu, parce que voilà, le cyprès il a en fait, dans son feuillage, il stocke pas mal d'eau pour l'été, et voilà, et même en plein été, le cyprès en fait dans son feuillage, il a de l'eau, et du coup bah grâce à cette eau, il brûle moins, et du coup bah le feu, il est un peu comme ça dévié, ça fait un peu barrière, bien sûr. Ça sera pas non plus aussi efficace qu'un pompier avec sa lance à eau, mais voilà, c'est quand même assez efficace. Et justement dans cet exemple à Valencia en Espagne, on s'est rendu compte que le cyprès commun était hyper intéressant contre le feu. Un autre, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est les éléments qui ont de la hauteur. Ça peut être un grand arbre, ça peut être plein de choses, quelque chose qui est euh, si tu as du dénivelé sur ton terrain, bah, ce qui va être en hauteur, c'est une chose que tu vas voir de partout dans ton jardin. Tu vas voir qu'est-ce qui est le plus haut en fait. Plus une chose est haute, plus elle va être visible dans ton jardin, quel que soit l'endroit où tu es. Comme par exemple, j'en avais parlé dans un autre épisode, à Disneyland, ils ont designé le château, c'est le château, ouais, je sais plus, le château de la Belle au bois dormant, je crois, je sais plus. Enfin, le château de Disney, il a été, ils l'ont mis exprès sur un point plus haut, ce qui fait que où que tu sois dans le parc, et ben en fait tu vois toujours le château. Et donc voilà, c'est un exemple encore concret qui va rediriger l'énergie, c'est-à-dire qu'on va rediriger donc l'attention, on va rediriger la circulation humaine. Encore une fois, je t'invite à écouter le podcast sur le jardin d'Éden. Et voilà, on va la rediriger à des endroits où on veut amener la circulation des gens dans le jardin, la circulation humaine de manière générale. Ensuite, j'ai d'autres exemples encore concrets qui vont te montrer comment on conserve l'énergie. Et là, on retrouve encore une fois un principe de permaculture qui dit récolter et stocker l'énergie. Et il y a aussi une citation qui dit qu'une pollution est une ressource qui n'est pas utilisée. Donc en gros, si dans ton jardin, tu as un élément qui produit une ressource, qui produit, ça peut être de l'énergie, qui produit par exemple un pommier qui produit plein de pommes et que toi tu n'utilises pas, cette pomme elle peut devenir une pollution. Donc vraiment, comment est-ce que toi tu peux stocker la pomme avant qu'elle devienne une pollution? Ça peut être sous forme de bocaux en compote, en plein de choses, en jus de pomme. Et donc voilà, toujours essayer de voir comment est-ce que je peux, déjà les ressources que j'ai à disposition, comment est-ce que je peux les stocker, les conserver. Et on en revient à justement ce que disait Bill Mollison. Ton jardin, c'est un système, et dans ton système, tu veux stocker l'énergie, quel que soit l'endroit d'où elle vienne,
Et voilà, donc sélectionner, comment dire, ouais, visionner, trouver les énergies, les sélectionner et les stocker ou les rediriger. Voilà. Ensuite, il y a encore deux, trois exemples, comme par exemple, par exemple, si tu plantes un arbre près, un arbre fruitier, il y avait les jardins à Paris, je crois, le livre connu là, sur les jardiniers de Paris, les maraîchers de Paris, bah ils plantaient, on avait plein de parcelles maraîchères dans Paris et au siècle dernier, ou il y a 2 siècles, et toutes ces parcelles étaient séparées par des murs et contre ces murs on plantait des arbres fruitiers en palissé, en palissade et le mur, bah en fait ce qui est intéressant avec les murs c'est que le mur capte la chaleur et du coup il fait gagner du temps sur la fleur de l'arbre fruitier qui va faire des fruits plus tôt, qui va aussi protéger du gel, etc., etc. Donc souvent quand on met un arbre fruitier près d'un arbre, eh ben on a des meilleurs résultats. C'est pas toujours le cas quand c'est vraiment exposé au sud. L'arbre il peut aussi cramer. Enfin voilà, tout ça aussi c'est à étudier. Et il y a plein de choses, comme par exemple un composteur qui va dégager de l'énergie, de la chaleur. Et ben au lieu que cette chaleur elle se dissipe, comment est-ce qu'on va faire en sorte de pouvoir la stocker? Est-ce qu'on peut pas coller par exemple le poulailler ou la mettre dans le potager ou dans une serre pour justement éviter que l'énergie elle circule trop rapidement. Et là on retrouve, comme je disais, le fait de ralentir l'énergie dans ton design. Voilà, il y a plein d'autres exemples, comme je crois que j'en avais parlé dans un autre podcast aussi, la ferme, je crois que c'est la ferme du Grand Laval dans la Drôme, qui a réhydraté ses terres, mais de manière fulgurante, juste en imitant les barrages de Castor. Donc ça, c'est une technique de Joe Wayton, qui nous vient de Joe Wayton aux États-Unis. Il a inventé les ouvrages Castor mimétiques. Je suis en train de préparer un article sur mon blog, sur lepotagerminimaliste.fr. Je suis en train de préparer un article sur le sujet. Peut-être que aussi j'en ferai un podcast. J'ai pas mal observé le castor ces derniers mois. Je trouve vraiment que c'est un mammifère très intéressant. Et donc voilà, là-bas dans cette ferme, ils avaient, je crois, de l'eau qui circulait comme ça, qui était canalisée sous terre et ben en fait ils ont juste creusé et ils ont commencé à aménager donc ces sortes de barrages qui sont inspirés des barrages de Castor. Et en fait le fait de ralentir l'eau, ça a réhydraté toutes les terres autour de ce point d'eau. Et même, je crois, quelques mois, voire quelques années plus tard, ça a fait renaître, enfin, ça a reformé d'autres nappes phréatiques à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de là où ils avaient fait le barrage. Ça a fait remonter certaines nappes phréatiques, ça a réhydraté tout le secteur, donc vraiment juste avec un petit barrage comme ça, ils ont réussi à réhydrater énormément, je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers enfin plusieurs hectares. Et donc voilà, je t'invite à aller voir, c'est la ferme du Grand Laval, c'est dans la Drôme, et je crois que leur site c'est réensauvagerlaferme.fr, donc voilà. Et encore un autre exemple concret pour conserver l'énergie, c'est mettre en valeur l'imperfection. Alors je t'explique. Il y a un mouvement tu dois peut-être le connaître, le wabi-sabi. C'est un mouvement japonais qui dit que tu préfères mettre en valeur l'imperfection que de la rendre parfaite ou que de la cacher. En gros, si par exemple, dans une pièce, imaginons dans ta cuisine, si t'as un grand tuyau comme ça, le tuyau du chauffe-eau comme ça, qui traverse la cuisine, et toi t'en as marre de le voir, tu te dis voilà c'est une imperfection, bah comment est-ce que je pourrais le cacher, comment est-ce que je pourrais peut-être construire une structure en bois pour le cacher ou quoi, et ben on va essayer plutôt de le mettre en valeur. On va, je sais pas, peut-être le repeindre en rouge, peut-être dessiner des fleurs dessus ou accrocher des choses dessus, voilà.
au lieu de cacher les choses, on va essayer de les mettre en valeur, on va mettre en valeur l'imperfection. Et ça, c'est inspiré d'un mouvement japonais, donc le wabi-sabi. Je t'invite à aller taper sur internet wabi-sabi, tu verras. C'est j'aime bien, c'est sympa. En fait, c'est vraiment euh, comment remettre en valeur l'imperfection. Par exemple, si tu retapes une vieille maison, ça peut t'intéresser de voilà mettre en valeur, tu sais, les vieux murs avec des fissures, par exemple. Là, il y a tout un mouvement comme ça qui allie esthétique et imperfection, on va dire. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler justement pour conserver l'énergie. Et voilà, donc ce qu'on a vu dans ce podcast, c'est que donc on a vu à quoi ça servait une carte. On a vu voilà que ça servait à montrer une direction. On a aussi un petit peu parlé de la carte des secteurs. On en reparlera certainement dans un autre podcast. Donc n'hésite pas à me le signaler sur YouTube si ça t'intéresse, comme ça on fera ça. Voilà, j'ai essayé de t'expliquer aussi qu'est-ce que l'énergie, comment comprendre l'énergie, comment étudier l'énergie, quelles sont les énergies à étudier, quelles sont les énergies à étudier en fonction de, par exemple, un végétal. On a vu que c'était ce qui est important pour choisir, positionner et associer un végétal que tu veux planter dans ton jardin. Il faut étudier comme énergie l'eau, l'humidité. Il faut étudier où est-ce que l'eau est présente, l'humidité. On va étudier aussi le vent, on va étudier la lumière et l'ombre, et on va étudier la température, le chaud et le froid. On a vu aussi comment on va agencer donc le reste des éléments, toujours en fonction de ces énergies. On a vu qu'il y a deux manières d'agir, de manipuler l'énergie. Ça va être donc de la diriger, soit en la ralentissant, soit en l'accélérant, comme par exemple l'exemple du feu et des cyprès. Et aussi, on a vu qu'on peut aussi donc soit la diriger comme le feu, comme les cyprès avec le feu, la ralentir ou l'accélérer, soit la stocker et la conserver, comme par exemple la chaleur du compost, comme plein d'autres choses. Et justement, ça c'est un principe que Bill Mollison, je pense, était sur lequel il était très attaché. Et voilà, on a vu quelques exemples concrets pour rediriger l'énergie. On a vu des exemples concrets pour conserver l'énergie. Comme tu peux le voir, tout ça, en fait, ça va te permettre de faire une carte. Ça va te permettre de comprendre comment l'énergie traverse ton site, comment elle agit dans ton site. Et ensuite, une fois que tu as ça, tu vas commencer à pouvoir positionner les éléments à différents endroits. Je pense que là, tu commences à comprendre un peu l'intérêt de capter tout ça. Et tu vas commencer donc justement à voir comment on peut faire interagir les énergies avec les éléments et comment justement on va créer des synergies. Une synergie, c'est quand deux choses se rencontrent et créent une troisième chose. C'est un peu comme le fameux 1 plus 1 égale 3 de Jean-Claude Van Damme, pour ceux qui connaissent la référence. Et voilà, comment est-ce qu'on va créer des synergies grâce aux énergies et à leurs interactions avec les éléments. Donc c'est pas mal de sujets, de mots techniques aujourd'hui. J'espère que je t'ai pas trop perdu. Et voilà. Oublie pas que les interactions sont hyper importantes. C'est vraiment le cœur du design. Comment est-ce qu'on va faire interagir les différents éléments. Tu peux te servir donc des calques. Tu peux te servir de calques justement pour un calque par énergie. Et le but, ça va être de jouer avec les différents calques et de voir comment est-ce que justement là à cet endroit il y a beaucoup de vent, il y a aussi beaucoup de soleil, qu'est-ce que ça dit sur cet endroit. Par exemple, c'est un endroit où il y a beaucoup de soleil et beaucoup de vent, c'est peut-être pas là. Ça va être intéressant de mettre le potager là, mais il va falloir trouver une solution pour qu'il y ait moins de vent, peut-être en bloquant justement le vent, en le redirigeant, en le stockant, etc. Je pense que tu commences à comprendre un peu. Et voilà, le but. Le but c'est de ça en fait. Et justement c'est ça en fait qui est intéressant dans le design, dans le fait de prendre du recul, de faire des plans, c'est qu'en fait tu vas avoir des idées que tu peux pas avoir quand t'es comme ça dans ton jardin. Tu vois, tu peux pas avoir tu peux pas voir ces idées émerger si tu prends pas ce recul en fait. Certes les deux, comme je disais, il y a pas mieux que la pratique, il y a pas mieux que la théorie, mais il y a pas mieux que la théorie plus la pratique. Donc vraiment faire ces études, faire cet effort,
Ça peut prendre quelques semaines, quelques jours, même une après-midi si vraiment tu te concentres sur le soleil, le vent, l'humidité. Voilà, tu peux faire ça en pas longtemps. Mais voilà, une fois que tu as ça, bah après, paf, tu fais les choses. Tu aménages ton jardin de manière un peu plus écologique, un peu plus durable, un peu plus voilà, à long terme. Et tu vas créer ce système comme ça et tu vas pouvoir avoir beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de récoltes dans ton jardin. Et voilà. Donc, donc vraiment le design, ça permet de faire émerger des nouvelles idées. Si tu as besoin d'un coup de main pour faire ton design, n'hésite pas à faire appel à mes services. Si tu vas sur le potager minimaliste, tu vas trouver tout ce dont tu as besoin. Si ce genre de podcast un petit peu plus technique que d'habitude t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire sur YouTube pour me le dire. Tu marques, t'es pas obligé de marquer un roman, tu peux juste marquer design et du coup au moins ça me signale que ça t'intéresse. Et voilà, n'hésite pas aussi à partager, mettre un pouce pour m'aider à être plus visible, plus référencé. Et voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao.